Bonjour à tous et toutes. Il est 11 heures. On va démarrer ce webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation du bilan mondial de l'action climat locale, des gouvernements locaux et régionaux. Je suis Antoine Gillot, je suis coordinateur de l'Observatoire mondial de l'action climat non étatique. Aujourd'hui, je suis accompagné par mes camarades de l'Observatoire, Tania Martha Thomas et Samuel Laval, tous deux chargé de recherche. Nous allons vous présenter l'édition 2022 de ce bilan territoire, la quatrième déjà, depuis 2018, que nous dédions donc à l'action climat des villes et des régions. J'attends un petit peu que tout le monde rentre dans la salle. On va pouvoir démarrer sans plus attendre la présentation. Peut-être quelques remarques introductives. Je vais parler en français et nous allons tous parler en français durant cette présentation pour ceux qui auraient un peu plus de mal avec l'anglais. Néanmoins, les slides de la présentation et nous sommes évidemment disponibles pour échanger avec vous au terme de cette présentation. Nous allons d'ailleurs laisser environ 10-15 minutes d'échange pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, bien entendu, nous sommes à votre disposition par la suite. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le reconsulter en replay. Pour accéder à l'interprétation, à la langue de votre choix, il vous suffit de cliquer donc, sur le globe qui se trouve en bas de votre écran et de choisir la langue qui vous convient le mieux. Je vais pouvoir démarrer du coup les présentations. Nous voici donc, Antoine Gillot, Tania Martha Thomas, Samuel Laval. Nous avons donc travaillé ce dernier mois à la rédaction et à la coordination de ce bilan mondial de l'action climat des territoires. Comme je le disais, il s'agit de la quatrième édition en cette année 2022, après l'année passée, et 2018 et 2019. Je salue Samuel Laval, pour qui c'est la dernière semaine à Climate Change et qui s'en va vers d'autres horizons ce vendredi. Donc, vous assistez aujourd'hui à sa dernière présentation sous la casquette de l'Observatoire. Donc, je tiens à le remercier chaleureusement pour tout son investissement au cours de ces quasi 2 ans que nous avons passés ensemble au sein de l'Observatoire. L'association Climate Change, pour vous situer un petit peu, a été fondée en 2016, pardon. C'est l'Observatoire qui a été fondé en 2018. Elle est aujourd'hui organisée autour de 3 piliers. Un portail de l'action en ligne, un site internet qui facilite l'accès aux informations sur le climat, à la fois en français et en anglais. C'est une particularité sur laquelle nous insistons beaucoup, en vue de diffuser auprès du plus grand nombre les meilleures pratiques issues de l'action climat des acteurs non étatiques, à savoir les entreprises, les collectivités, les ONG, les mouvements de la société civile, dans leur diversité. C'est ensuite un observatoire de l'action climat qui vise à raconter l'histoire derrière les chiffres et à analyser l'impact réel de l'action mise en œuvre par les acteurs sur le terrain pour agir contre le changement climatique à travers des bilans comme celui que nous vous présentons aujourd'hui ou bien des cas d'études que vous pouvez retrouver en ligne. Et puis c'est également l'organisation d'événements fédérateurs pour la communauté climat en vue d'animer et aux acteurs étatiques, renforcer leur capacité d'action et puis contribuer à l'émergence de projets communs en créant ce qu'on appelle un environnement favorable à l'action. Cet environnement favorable, vous avez pu y participer au début du mois de mars à l'occasion du sommet Climate Change Europe qui s'est déroulé à Nantes. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont contribué ou qui sont venus sur place. Je le mentionne parce que c'était à la fois très important de se réunir en présentiel pour la première fois depuis quasiment 2 ans pour discuter, échanger et formuler des propositions concrètes à l'endroit de l'Union européenne sur la mise en œuvre du Green Deal. Parce que ce rapport que je vous présente, qu'on vous présente aujourd'hui avec mes camarades, a été conçu en lien avec ce sommet en vue de nourrir les débats, en vue de la position des ateliers, en particulier sur tout le volet européen. Donc ce bilan mondial a une forte teinte européenne. Vous allez le voir, et donc c'est en cela qu'on y a consacré, à cet objectif qu'on y a consacré quelques analyses, notamment dédiées sur le Green Deal. Enfin, Climate Change, c'est aussi des partenaires.
que nous remercions chaleureusement, sans qui nous n'existerions pas aujourd'hui, et qui nous permettent d'organiser chaque année la préparation, la coordination, la rédaction et la publication de tous ces rapports et cas d'études qui, je l'espère, vous serviront pour y trouver à la fois de l'inspiration pour vos propres actions et également des éléments de compréhension des analyses complexes que nous pouvons tirer sur l'action climat à l'échelle internationale. Alors, ce bilan mondial de l'action climat, comme je le disais, est issu d'une série de 4 éditions successives. Le rapport évolue beaucoup chaque année. Je crois que celui de cette année doit être lu aussi un petit peu en miroir de celui de l'an passé, qui était très complet, qui rentrait vraiment dans le détail des politiques publiques, des collectivités territoriales du monde entier, avec de très nombreux cas d'études cette année encore. Il s'agit ici donc de faire comprendre également que nous sommes dans une logique d'actualisation et que cette logique d'actualisation nous amène à la fois à traiter des sujets et à faire des choix éditoriaux. Donc, on ne prétend pas à l'exhaustivité et on essaye évidemment chaque année de renouveler aussi nos analyses pour vous apporter un panorama le plus complet possible sur l'action climat portée par les villes et les régions. Le bilan de cette année, comme le bilan sectoriel qui a été publié lors de la COP 21, a fait l'objet d'un remodelage éditorial. L'objectif, c'est de vous fournir un rapport qui soit à la fois complet, mais qui puisse aussi être utilisé un petit peu à la carte. Donc, vous pouvez retrouver différents formats, différentes sections, si je puis dire, qui vous permettront d'avoir des grilles de lecture bien particulières et de répondre à vos questionnements particuliers, notamment avec des cas d'études, des initiatives et des réseaux internationaux de gouvernements locaux sur le climat qui ont fait l'objet de focus particuliers, et puis des infographies qui doivent vous permettre aussi de pouvoir balayer rapidement les grandes données générales sur l'évolution de l'action climat et des émissions des collectivités territoriales. Dans cette édition 2022, vous retrouverez donc 4 grandes parties. Tout d'abord, et c'est la méthodologie de l'Observatoire de l'action climat à Climate Change, on démarre par observer les chiffres disponibles sur les émissions. Et à défaut d'avoir des chiffres disponibles sur les émissions, on regarde les pratiques d'inventaire. C'est vraiment le b.a.-ba pour nous de notre méthodologie. Commencer par les évaluations quantitatives des progrès des villes et des régions pour ensuite descendre d'un niveau vers quels sont les leviers qui permettent justement d'atteindre ces résultats. On commence par justement opérer une analyse sur la gouvernance mondiale des principaux réseaux et initiatives internationales de coopération sur le climat, c'est la partie 2. Suivi ensuite, c'est la partie 3, de focus sur chacun de ces réseaux, avec à la fois une présentation de ceux-ci, une présentation de leurs programmes et de leurs projets les plus récents, ainsi que des cas d'études de villes ou de régions membres de ces initiatives qui vous permettent de rentrer un peu plus dans le détail de comment se déroulent les politiques publiques et comment sont mises en œuvre les politiques publiques pour le climat dans le monde entier. Et enfin, on termine avec un focus un peu spécial cette année, comme je le disais, on s'inscrit dans la logique du sommet européen. On va étudier donc en fin de rapport le contexte de la gouvernance régionale du climat dans le contexte du Green Deal européen qui a été adopté tout récemment par la Commission européenne et comment cela change les possibilités d'action pour les régions à l'échelle européenne, notamment en vue d'une transition juste qui laisse personne de côté. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les principaux enseignements, les grands enseignements de cette édition 2022. On va se succéder avec mes collègues pour vous présenter chacun des 5 enseignements qui ont été mis en valeur. Donc, il s'agit ici de balayer, encore une fois, sans prétention à l'exhaustivité, les principales tendances de l'action que nous avons souhaité étudier cette année dans cette édition 2022. Commençons tout d'abord, évidemment, je l'expliquais, par l'état du reporting international mondial sur les émissions de gaz à effet de serre de la part des villes et des régions. J'aimerais démarrer avant toute chose par cette citation d'Antonio Guterres à l'occasion de la COP26 qui nous a rappelé la nécessité de mettre en œuvre les engagements, de les rendre concrets, également de les vérifier et puis enfin de combler l'écart entre le manque de crédibilité en fait
dans le suivi de l'action en vue de ce qu'on appelle le Global Stocktake, qui se déroulera l'année prochaine, organisé par l'ONU dans le cadre de l'article 14 de l'accord de Paris, et qui sera en fait la première grande évaluation des progrès des signataires de l'accord de Paris, en particulier des États. Mais il s'agira également, et c'est un vœu d'Antonio Guterres, donc secrétaire général de l'Assemblée générale des Nations unies, d'avoir une évaluation la plus fidèle possible des progrès des villes et des régions en tant que contributeurs à cet effort collectif pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, il a mis en place un groupe de travail spécial à ce sujet. Nous espérons que ce rapport puisse apporter une modeste à cette réflexion. Comment faire pour évaluer les émissions et les progrès des innombrables villes et gouvernements sous-nationaux qui composent les 193 États signataires de l'accord de Paris? C'est évidemment une tâche prométhéenne pour qui voudrait se lancer dans cet exercice en identifiant chaque ville et région auprès desquelles on peut trouver une action climat et des résultats à évaluer. Le choix que nous faisons, et le choix le plus naturel, c'est de se tourner vers ces grandes initiatives internationales de collectivités territoriales qui servent de cadre mobilisateur et de catalyseur de l'action, et notamment de plateformes de reporting pour les émissions. En particulier, la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie est la plus grande de ces initiatives. Elle a été fondée en 2018 par la fusion entre la Convention européenne des maires pour le climat et l'énergie et le Pacte des maires, qui est une initiative plutôt internationale. Aujourd'hui, elle rassemble elle rassemble 11 740 signataires, ce qui couvre 13% de la population, avec un potentiel d'atténuation estimé à 1,9 gigatonnes de CO2 équivalent par an en 2030. Donc, il s'agit d'une initiative qui est évidemment partielle. On est sur 13% de la population. Il y a également un déséquilibre géographique avec historiquement des membres très présents sur le continent européen. Mais c'est aujourd'hui une initiative qui nous permet d'avoir une lecture relativement harmonisée des progrès des villes et des régions, notamment grâce à la mise en place d'un Common Reporting Framework en 2018 à l'occasion ce qu'on appelle ce qui s'appelait le Global Climate Action Summit à San Francisco, qui est en fait un cadre d'harmonisation des règles de reporting auprès des deux principales grandes plateformes internationales à disposition des villes pour ce faire, le CDP-ICLEI Unified Reporting System et le EU Covenant of Mayors, MyCovenant, la plateforme MyCovenant, qui est donc la plateforme principale pour la Convention européenne des maires. Alors, si on regarde chacune de ces plateformes, commençons d'abord par le CDP-ICLEI Unified Reporting System. On peut voir qu'en 2021, il y a eu une légère décrue du nombre de villes rapportant leurs émissions par rapport à 2020. Il y a différentes raisons à cela. On peut évidemment mentionner l'interruption du Covid qui n'a pas permis forcément d'assurer un suivi et une continuité dans l'évaluation de ces émissions. En revanche, on voit qu'il y a malgré tout une augmentation de la part des villes qui rapportent des résultats d'atténuation. Et ça, c'est extrêmement positif. Quels sont les résultats, quels sont les leviers identifiés par les villes, hein, donc volontairement, ce sont elles qui vont déposer leurs résultats sur la plateforme. Eh bien, on a d'abord des changements de technologie, pour près d'un quart d'entre elles, des changements de comportement, des changements de politique, mais aussi, et c'est très intéressant de le noter, des changements dans les méthodologies de comptabilité et dans l'accès aux données. Nous sommes finalement à peine à plus de 7 ans, à peine 7 ans, en fait, même 6 plutôt, de la signature de l'accord de Paris. Bien que l'on évalue et l'on suit les villes depuis plus longtemps que cela, nous sommes encore à un état, disons, naissant des pratiques de reporting. C'est quelque chose qui demande encore beaucoup de savoir-faire technique, qui demande de la volonté politique et qui demande des fondements méthodologiques stables et puis évidemment des moyens financiers. Donc, il y a encore des changements de méthodologie. Néanmoins, on voit que près de la moitié des villes rapportant leurs émissions en 2021 utilisent la même méthodologie, le Global Protocol for Community Greenhouse Gas Emissions Inventory, ou GPC. Ça signifie également que l'autre moitié utilise des méthodologies relativement variées, ce qui ne permet pas forcément encore d'avoir une lecture agrégée
des émissions produites par l'ensemble de ces villes, qui sont de tailles très différentes. On aura évidemment une tendance à avoir un suivi beaucoup plus régulier, beaucoup plus fréquent, parfois même annuel, de la part des grandes villes qui ont beaucoup plus de moyens à mettre dans cet exercice, et puis à l'inverse, un suivi beaucoup plus distendu chez des villes de plus petite taille. Donc il s'agit ici d'avoir voilà, une lecture aussi réaliste des capacités des villes à produire de la donnée. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de fournir un chiffre agrégé au niveau international sur ces émissions-là, mais on peut commencer à faire un suivi assez régulier sur certaines d'entre elles. Du côté du Covenant européen, l'évaluation des résultats de la principale initiative européenne pour le climat est assurée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, qui produit chaque année une étude d'évaluation qui a un décalage, disons, à peu près de 2 ans avec l'année de référence sur laquelle elle se base pour son analyse, ce qui signifie que l'étude publiée en janvier 2022 porte plutôt sur l'année 2020. Ce sont des études revues par les pairs, publiées dans des revues académiques, donc qui nécessitent un certain temps de mise à jour. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir parmi les 1643 villes engagées dans la Convention européenne des maires qui ont présenté au moins un inventaire de suivi de leurs émissions. Ça signifie qu'après avoir présenté leur inventaire de référence, elles ont publié au moins un inventaire qui permet d'évaluer l'évolution des émissions. Et bien, sur ces 1643 villes, on observe une diminution moyenne des émissions de 19,5% par rapport à leur inventaire de référence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, les villes engagées dans la Convention européenne des maires sont généralement alignées sur l'objectif qui était fixé par l'Union européenne en 2020 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%. On n'y est pas tout à fait, mais on voit que globalement, la tendance, c'est que 40% des villes engagées ont déjà dépassé leurs objectifs et 82% en sont très proches. Donc, il y a un engagement qui conduit à avoir une élaboration et un suivi des inventaires qui permet quand même d'estimer les progrès en termes d'atténuation. Néanmoins, on peut voir à travers cette étude qu'il demeure un grand défi dans le suivi de ces émissions, c'est l'écart qui subsiste entre les inventaires d'émissions et le temps de la décision politique. L'inventaire moyen sur lequel se base cette étude date de 2014. C'est l'année moyenne des derniers inventaires disponibles parmi les 1643 signataires de la Convention que l'on cite ici. Ça signifie que 2014, c'est quasiment, par rapport à 2020, c'est le temps d'un mandat municipal en France. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu de rapprocher le suivi, de rapprocher le temps de l'observation du temps de la décision politique, afin d'avoir une décision publique, une action publique qui soit fondée sur des éléments les plus tangibles possibles et les plus fidèles à la situation contemporaine du gouvernement local. Ainsi donc, c'est notre premier enseignement, les villes de la Convention des maires ont globalement atteint leurs objectifs 2020, mais les écarts qui subsistent entre les inventaires d'émissions et le temps ne permettent pas d'assurer un suivi encore suffisamment régulier et proche de la décision publique. Donc, pour pallier à cela, on a observé 3 voies qui ont été ouvertes ces dernières années pour renforcer la robustesse des données disponibles, l'harmonisation des pratiques de reporting, que l'on a pu voir à travers l'exemple du GCOM, de la Convention mondiale, et puis également du CDP Clay Unified Reporting System. Et on voit également 2 autres voies, qui sont le suivi en temps réel des émissions à travers un usage beaucoup plus précis des données d'activité valables dans des secteurs d'activité de la ville ou du territoire observé, qui permet donc de rapprocher ce temps de l'observation du temps de la décision politique, et puis la spatialisation des émissions à travers, par exemple, des instruments de mesure atmosphérique, comme des satellites ou des capteurs au sol, qui ouvrent aujourd'hui de nouvelles perspectives pour avoir un suivi un peu plus fin, avec aussi ses limites, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un territoire. C'est l'exemple, à titre d'exemple, le Carbon Monitor Cities, qui est une initiative portée par une multitude d'acteurs, depuis le Rocky Mountain Institute jusqu'à des acteurs émergents du marché, justement du suivi des émissions, ont permis aujourd'hui d'avoir des évaluations quasiment au mois près,
c'est ce qu'on appelle en temps réel, de grandes villes comme Paris, Pékin ou bien encore Berlin, à des niveaux de précision qui sont assez forts à l'échelle de la ville, à l'échelle d'un quartier, voire à l'échelle d'une ville, dans le cas de Paris et de Los Angeles. On a vu par exemple à Mexico City un projet qui est engagé par l'Institut Pierre-Simon Laplace, notamment en partenariat avec des universités locales, qui permet, avec des capteurs au sol, d'identifier les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur des frontières urbaines de la ville, ou bien encore à Paris, le projet de la météo carbone qui a été voté par la municipalité en partenariat avec Origin.Earth, qui est une filiale de Suez. Donc, on voit bien qu'il y a tout un mouvement naissant au sein du milieu académique et universitaire et au sein du milieu de l'entrepreneuriat pour faire émerger des nouveaux outils qui permettent un suivi régulier à ces fins des émissions avec leurs propres limites. Par définition, puisqu'on a une lecture géographique, elles sont restreintes dans des périmètres territoriaux bien définis, donc on ne peut pas intégrer des scopes 3, comme notamment les émissions liées à la consommation, aux importations ou aux exportations. Donc, ce sont des outils qui sont complémentaires aux instruments d'inventaire statistique et qui sont encore aujourd'hui dans leur phase pilote et qui sont émergents et intéressants d'observer. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième enseignement. Ces instruments sont en phase de développement et même s'ils demandent encore d'être mis à niveau et d'être développés à une échelle industrielle, ils ouvrent de nouvelles perspectives pour un suivi plus fin et avoir justement cette transparence requise par Antonio Guterres en vue du Global Stocktake. Je vous remercie pour ces deux premières parties. Je vais laisser la parole à ma collègue Tania Marta Thomas, chargée de recherche pour l'Observatoire, qui va vous présenter tous les enseignements qui concernent notre travail en partenariat avec les initiatives et les réseaux internationaux de collectivités. Tania, the floor is yours. Merci Antoine. Je vais maintenant vous parler du troisième grand enseignement qui indique que l'attractivité de l'appartenance à un réseau ou une initiative des gouvernements locaux ou régionaux est confirmée avec le déploiement des différents outils de renforcement des capacités et d'accès au financement pour soutenir les territoires dans leur transition. Donc, cet enseignement couvre les deuxième et troisième parties du rapport que je vais maintenant vous présenter ensemble. Donc, la particularité de la troisième partie de ce bilan est qu'elle a été rédigée avec la contribution de 12 réseaux et initiatives différents dont les représentants ont formé notre comité de pilotage. Et avec eux et avec notre équipe à l'Observatoire, nous avons élaboré 14 focus, chacun d'entre eux parlant d'un réseau, d'une initiative ou d'une structure de soutien à travers 3 rubriques principales. La première est une présentation générale de la structure avec le nombre de membres, les nouveaux ajouts et leur année de création, etc. Et ensuite, nous avons demandé à chacune de ces structures de nous envoyer des mises à jour, des actualités sur leurs derniers programmes et projets. Et enfin, nous avons aussi des cas d'études sur des membres de ces réseaux et initiatives qui ont fait des progrès concrets et par des actions exemplaires. Donc, avant de passer à la diapositive suivante, un grand merci à tous qui ont contribué, dont beaucoup sont présents aujourd'hui. Donc, pour venir à la diapositive suivante, je voudrais d'abord parler d'un cadre théorique qui nous aidera à situer ce que nous avons observé ces dernières années. Tout d'abord, on constate une prolifération des réseaux et des initiatives. Vous trouverez la différence entre les deux en détail dans le rapport. Donc, ces réseaux et initiatives sont apparus comme une réaction naturelle à 2 processus inégaux. D'un côté, on a l'importance croissante des acteurs locaux sur la scène internationale, qui est en contraste avec les lacunes de la gouvernance internationale existante. Donc, l'écosystème qui en résulte avec tant d'acteurs et de réseaux d'acteurs et les gouvernements locaux en leur donnant la masse critique nécessaire pour faire entendre leur voix, pour collaborer et apprendre l'un des autres. Et c'est ainsi que nous voyons apparaître cette gouvernance transnationale. Cela présente à la fois des défis et des opportunités,
des défis dans la mesure où on doit s'assurer qu'il n'y a pas de duplication des efforts et que tout fonctionne en synergie, et des opportunités en termes de force du collectif sur lesquelles je reviendrai. Donc, cette partie du bilan examine également comment tous les principaux réseaux d'acteurs se sont réunis et ont donné naissance au fil du temps à des initiatives qui, à leur tour, se sont réunies pour créer la Convention mondiale des mers, qui couvre désormais environ 30% de la population mondiale, comme l'a dit Antoine. Donc, vous trouverez plus de détails sur ça dans le bilan. Donc, pour passer à la prochaine diapo, notre analyse des contributions reçues, une sorte de méta-analyse que nous avons réalisée après les avoir tout compilés, nous montre que les gouvernements membres bénéficient de leur appartenance à des réseaux et des initiatives, tout d'abord à travers 3 catégories principales de projets. D'abord, on a le renforcement de capacité, des programmes tels que le Twinning Programme et les Expert Missions de la Convention européenne, Decarb City Pipes de Energy Cities ou Energy Watch de Federen, Energy Caravan de Climate Alliance ou des événements tels que Daring Cities de ICLEI permettent des échanges entre des pairs, la présentation d'actions et des résultats remarquables, ainsi que des formations pour les collectivités territoriales. Et deuxièmement, on a l'accès au financement, des fonds et des mécanismes comme le C40 City Finance Facility, le European City Facility de Energy Cities ou le Transformative Action Programme de ICLEI, le GAP Fund de la Convention mondiale des mers ou le Future Fund de l'Under2 Coalition, aident des gouvernements régionaux et locaux à financer leurs actions climatiques. Et finalement, on a l'élaboration et la mise en œuvre de plans climatiques, les programmes qui aident des collectivités territoriales à élaborer leurs plans d'atténuation ou d'adaptation et de les mettre en œuvre. Et ce sont en cours de plusieurs organisations comme ClimaMed, comme SSA, Regions Adapt, Energy Cities, ICLEI, Climate Alliance, etc. Et plus largement, on voit que ces organisations offrent aux collectivités territoriales une voix. Elles les représentent au niveau international, comme par exemple avec le plaidoyer de CGLU au niveau de l'ONU ou le programme Regions Voice de Regions 4, qui mettent en valeur leur action climatique et qui organisent aussi la déclaration de leurs émissions, par exemple par le biais de la plateforme du CDP. Donc, enfin, quand on regarde les cas d'études, parce que cela nous montre à travers des exemples concrets quels sont les progrès réalisés, on voit que sur l'ensemble de 14 cas d'études qui font partie de cette section du rapport, on voit que malgré des finances fragilisées par la pandémie, les territoires ont poursuivi leur action climatique et la plupart du temps avec un changement des modes que mon collègue Samuel va vous expliquer un peu plus tard. Donc, nous voyons les différentes stratégies utilisées, comme la revégétalisation, qu'il s'agisse des espaces verts urbains à Athènes ou des politiques pour le secteur forestier à Madre de Dios, avec le soutien du Climate Pathways Project de l'Under2 Coalition. Les secteurs de l'énergie et de l'approvisionnement en électricité sont également des domaines dans lesquels beaucoup de gouvernements locaux ont l'autonomie d'agir, que ce soit pour lutter contre la pauvreté énergétique ou pour passer à une énergie bas carbone. On constate également une nette augmentation du nombre d'approches participatives des politiques climatiques grâce à divers instruments faisant l'appel à la participation des citoyennes, comme le participatory budgeting qu'on voit à Molina de Segura. Et après, on a le cas d'étude de Danier au Liban qui montre comment les plans climat
qui sont bien élaborés, peuvent être eux-mêmes des outils d'accès au financement. Et finalement, on observe aussi une tendance à intégrer des politiques d'adaptation et d'atténuation afin d'avoir une approche plus holistique de la planification climatique, comme on voit à Athènes ou en Flandre ou à Cape Town. Donc, maintenant, je passe la parole à Samuel qui va nous présenter un peu en détail la façon dont les collectivités locales et régionales ont agi et en mettant l'accent sur les régions européennes. Merci beaucoup, Tania. Donc, effectivement, je vais terminer cette présentation là, des grands enseignements du bilan territoire de l'Observatoire Climate Change. Et puis ensuite, d'ici du coup une dizaine de minutes, on pourra avoir un temps pour prendre vos questions, répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le chat ou dans le module de questions-réponses dédié. Alors, on a commencé cette dernière partie du bilan territoire par une analyse très globale de l'action climat des gouvernements locaux et régionaux. Et effectivement, comme le dit Tania, comme l'a annoncé Tania, on peut observer une certaine propension de ces gouvernements à allier un petit peu les actions de résilience face au choc et les actions d'atténuation des émissions. Alors, sur la slide suivante, vous pouvez déjà, on peut constater qu'avec le Covid, le Covid a fortement impacté les finances des collectivités locales. Le comité des régions estime que en Europe, elles ont eu 125 milliards de dépenses en plus pour faire face aux urgences de la pandémie, assurer les services essentiels, etc. Et 55 milliards de moins de revenus, principalement, par exemple, parce que les transports publics étaient beaucoup moins utilisés, voilà, des choses comme ça. Et alors, face à ce choc et puis à l'urgence climatique qui se fait de plus en plus pressante, alors on ne sait pas si ça résulte d'un mouvement conscient, si ça doit être c'est certainement accéléré par ces problèmes de finances, mais en tout cas, on a vu de plus en plus d'actions qui justement allient renforcement de la résilience face au choc et atténuation des émissions. Donc, le grand exemple en Europe sur ça, c'est les pistes cyclables qui ont été déployées par les villes. Là, vous voyez la European Cyclist Federation qui a compté près de 1500 km de pistes cyclables installées par les villes européennes entre mars 2020 et mars 2021 sur à peu près le double annoncé. Un autre exemple de telle action, on en a beaucoup parlé dans le bilan sectoriel publié en novembre, c'est l'émergence des PPA. Alors là, c'est un peu en Europe, mais beaucoup aussi aux États-Unis, en Australie. Donc, qui sont ces contrats de long terme pour s'approvisionner en énergie renouvelable où voilà, une ville s'engage à acheter sur 30 ans la production de tel parc solaire ou éolien qui est en train d'être construit, ce qui permet aussi aux producteurs d'assurer des revenus stables pour une longue période. Et donc, pour le consommateur, pour la ville, de sécuriser des approvisionnements et qui plus est en électricité bas carbone. Et puis, troisième exemple de ce type d'action dont on parle dans le bilan, c'est sur tout ce qui est nature en ville. Alors là, on a mis beaucoup d'exemples. On a ce cas d'étude sur Athènes dans le focus sur C40 dans la partie 3, avec effectivement beaucoup aussi de réflexions sur les espaces verts pour éviter les effets de îlots de chaleur en ville. Et puis, c'est aussi amener de la nature en ville, c'est aussi amener de la capacité à capter et à absorber les émissions. Voilà. Et alors,
comme on le disait, là, dans cette dernière partie, on s'est quand même plutôt concentré sur le rôle des régions européennes. Alors, pourquoi le rôle des régions européennes? C'est la slide suivante. Tout d'abord, avec le Covid, l'Union européenne a mis en place un gigantesque plan de relance dont les fonds étaient conditionnés, dont l'attribution des fonds aux États membres était conditionnée à l'établissement d'un plan de relance national dont 37% des dépenses devaient être fléchées vers l'action climat. Donc ça, déjà, c'est possiblement un fort accélérateur d'action climat en Europe. Ensuite, ça c'était juste avant le Covid, le pacte vert européen, European Green Deal, a été lancé avec l'objectif de faire du continent un continent neutre en carbone en 2050. Et cette année, en 2021, l'été dernier, le paquet Fit for 55 a été lancé pour atteindre l'objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en Europe en 2030. Donc ça aussi, un fort accélérateur de politique climatique potentielle. Et puis, donc ça, c'est voilà pourquoi on a voulu s'intéresser à l'Europe, en plus du fait qu'on organisait ce sommet Climate Change Europe à Nantes. Et puis, pourquoi les régions? Parce qu'en 2021 a été lancé le nouveau cadre financier pluriannuel européen qui détermine les grandes lignes de la politique d'attribution des fonds structurels et des différents fonds de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Et le Green Deal prévoit que 30% de la politique de cohésion doit être fléchée vers l'action climat. Et comme cette politique de cohésion, c'est avant tout une politique régionale, hein, c'est destiné à réduire les inégalités entre les régions, à aider les régions à se développer économiquement, à aider les régions à enclencher la transition bas carbone. Et ben, c'est pour ça que voilà, on a voulu faire un focus sur les régions européennes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que historiquement, les régions européennes, on les voit plutôt, on leur donne plutôt un rôle sur les politiques d'adaptation. Et ce, pour trois principales raisons à identifier dans ce papier de Setzer en 2020. D'abord, à cause de leurs compétences. Elles ont des compétences qui se prêtent bien en général aux actions d'adaptation. Donc là, vous pouvez voir à droite un tableau. Quand il y a une case verte, ça veut dire que la compétence la compétence est identifiée comme faisant partie des compétences des régions dans ce pays. Donc ça, c'est issu du rapport Terry du CCRE qui a été publié en janvier. Alors, comme ce rapport est basé sur des contributions d'associations, de collectivités dans différentes régions, il y a quelques lacunes forcément, hein. Une case verte signifie que la compétence est présente. Une case blanche ne signifie pas forcément que la compétence n'est pas présente chez les régions. Donc voilà, à prendre quand même avec des pincettes, mais ça montre que les régions ont des compétences clés pour l'action climat. Alors ça peut être d'ailleurs aussi pour les politiques d'atténuation. Ensuite, les slides suivantes, pardon, j'ai un trou sur cette deuxième raison. Voilà, l'approche territoriale. En fait, la situation des régions entre l'échelon national et l'échelon local fait que les régions sont en fait les premiers gouvernements à devoir adopter une approche territoriale dans leur politique publique parce que généralement, elles appliquent les stratégies climat décidées au niveau national. Là, je vous ai mis quelques exemples. En France, les régions font les SRADET, qui sont les schémas qui appliquent la stratégie nationale bas carbone. En Allemagne, les Länder partagent les compétences climat-environnement avec l'État fédéral, etc. En Espagne, au Royaume-Uni. Et donc, elles sont obligées, au moment de construire cette action climat territoriale, de prendre en compte les différentes problématiques de la région et donc ce qui est particulièrement adapté à une action d'adaptation qui doit justement se faire à chaque fois au cas par cas en fonction du territoire, des acteurs présents, du climat du territoire, etc.
Et puis, avec du coup l'échelon local, notamment l'échelon local a certaines obligations envers les politiques régionales décidées par les gouvernements régionaux. Donc ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne où c'est seulement les Länder qui ont autorité sur l'action des gouvernements locaux, pas le gouvernement fédéral. Et donc voilà, on a cette approche territoriale des régions qui les rend particulièrement adaptées aux actions d'adaptation. Et puis, troisième raison, et peut-être la plus importante, c'est que les régions, en fait, correspondent en général à des espaces géographiquement homogènes, climatiquement homogènes. C'est vrai que, par exemple, là, j'ai mis l'exemple de la France, on n'a pas forcément le même climat dans les Hauts-de-France, au nord, ou en région Occitanie. Donc, derrière, ce n'est pas forcément la même politique d'adaptation au changement climatique, puisque ce ne seront pas forcément les mêmes bouleversements qui vont advenir sur le territoire. Et donc, ce qu'on voit en fait depuis quelques années, alors beaucoup en France, en Allemagne, en Italie, en tout cas dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est l'émergence d'observatoires énergie-climat, d'observatoires qui essayent d'anticiper les bouleversements climatiques à venir sous l'effet du changement climatique dans la région et qui constituent du coup un peu des interfaces entre sciences et politique pour conseiller les politiques publiques dans l'élaboration des politiques d'adaptation. Alors, je suis trop long, donc je vais essayer effectivement d'accélérer un petit peu. Donc voilà, en tout cas, les régions européennes, d'abord, on identifie généralement en premier un rôle dans l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les résultats des régions européennes en 2021 qu'elles ont déclarés au CDP, on voit qu'elles ont aussi un rôle à jouer en termes d'atténuation du changement climatique. Alors, il y a eu 28 régions qui ont répondu, qui ont déclaré leurs émissions au CDP en 2021. Vous pouvez les voir sur cette carte. Et 15 d'entre elles ont déclaré avoir des émissions de gaz à effet de serre qui ont baissé par rapport à leur dernier inventaire. C'est les régions que vous pouvez voir en vert là, sur la carte. Et parmi ces 15, il y en a 5 qui ont déclaré que c'était grâce aux renouvelables qu'elles avaient baissé leurs émissions. Donc, l'Écosse, la vallée de Kymi, l'Autriche, la Basse-Autriche, pardon, la Vénétie et l'Andalousie. Et c'est la première raison invoquée par ces 15 régions pour expliquer la baisse de leurs émissions. Donc, hausse des renouvelables couplée à une baisse de la production d'électricité à partir d'énergies fossiles. Donc, ce qui nous amène à ce premier grand enseignement, qui est que les régions européennes, parce on décrit d'autres exemples dans le bilan qui ne sont pas forcément issus de la plateforme du CDP, les régions européennes qui sont fortement engagées sur les renouvelables ont vu leurs émissions baisser dans les dernières années. Et l'action des régions en termes d'adaptation se structure de plus en plus avec notamment l'apparition de nombreux observatoires énergie-climat et, comme on va le voir maintenant, le soutien de fonds européens. Donc effectivement, là, on a le Green Deal qui essaye de donner une nouvelle impulsion à l'action climat européenne. Donc comme je le disais, 30% des fonds structurels devront être, donc qui sont destinés aux régions, devront être consacrés à l'action climat sur la période 2021-2027. Donc ça peut donner des nouveaux financements climat pour les régions. Ensuite, on peut citer la mission adaptation qui a été lancée au sein du fonds Horizon Europe et qui vise à aider 150 régions à devenir résilientes face au changement climatique. Et donc là, on voit bien en fait cette répartition qui est faite généralement. L'adaptation est plutôt associée aux régions et l'atténuation plutôt aux villes, parce qu'en fait, il y a une autre mission dans ce fonds qui vise, elle, à rendre 100 villes neutres en carbone en 2030. Donc voilà, des nouveaux fonds là pour la résilience et l'adaptation. Et puis, ce fonds, ce mécanisme de transition juste qui consacre 20 milliards d'euros qui vont être consacrés à aider les régions à atténuer les effets négatifs de la transition sur leur territoire.
Pour conclure, on doit quand même signaler cette ligne qu'il y a un peu entre les régions de l'ouest de l'Europe et celles de l'est de l'Europe. En fait, en général, les régions à l'ouest de l'Europe sont des régions à l'identité, à l'histoire très forte. Et à l'est, quand elles existent, les régions ont souvent été créées dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les programmes soumis par les États membres pour bénéficier des fonds structurels, dans les pays de l'ouest de l'Europe, il y a beaucoup plus de ces programmes qui sont centrés sur les régions et justement qui prévoient des actions spécifiques pour certaines régions. Donc, c'est les ronds qui sont à gauche là, de ce graphique. Tandis que dans les pays de l'Est, c'est souvent des programmes beaucoup plus nationaux. C'est donc les pays qui sont à droite de ce graphique. Et puis, cette différence, elle se retrouve dans la gestion elle-même des fonds structurels, puisque en général, dans les pays de l'ouest de l'Europe, la gestion est partagée entre le national et les régions, voire laissée complètement aux régions, alors qu'à l'est, en général, la gestion des fonds structurels se fait plutôt au niveau national. Voilà, et donc ce qui nous amène à ce dernier et final grand enseignement de ce bilan territoire, qui est que le rôle des régions dans les politiques d'atténuation augmente avec le Pacte vert européen. 30% des fonds structurels devront être consacrés au climat et souvent ces fonds sont gérés par les régions, en particulier dans les pays de l'ouest de l'Europe. Et puis enfin, le fonds de transition juste qui donne aux régions beaucoup plus de crédibilité pour mener une transition juste sur leur territoire. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Il nous reste un quart d'heure pour prendre des éventuelles questions. Alors, je vois des mains levées. Alors, je vois aucune question-réponse dans le module question-réponse, donc n'hésitez pas à en mettre. Et puis, alors je ne retrouve pas là, je ne vois plus où est-ce qu'on peut voir qui a levé la main. Je sais pas Patrice Tandema. D'accord, merci. La parole est à vous. Patrice, vous avez le micro ouvert si vous souhaitez intervenir. Alors, on peut peut-être passer à la personne suivante. Ablaï Femme. Vous avez levé la main. Merci. Oui, merci. Tout d'abord, je vous félicite de la présentation. Donc, moi, c'est Dr Ablaï Fam. Je travaille à l'ONG ENDA Ecopop, qui est basée au Sénégal, mais aussi c'est une ONG internationale. J'espère que vous connaissez ENDA. Oui. Donc, depuis quelque temps, depuis quelque temps, on a commencé à travailler sur tout ce qui est question d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique ici au Sénégal et en Afrique pour pouvoir répondre à cette problématique qui gangrène aujourd'hui notre société et qui est une urgence. Parce que vous allez savoir autant que moi que le Sénégal est un pays côtier avec plus de 700 km de côte et que donc nous faisons partie des pays qui sont menacés par ces phénomènes de changement climatique. Et aujourd'hui, peut-être ma question va aller dans le sens que votre exposé est beaucoup plus axé sur les territoires de l'Europe. Mais quelle réponse aujourd'hui pour nous, les pays africains, pour nous, les pays côtiers, pour pouvoir vraiment apporter aussi une réponse durable face à ces problématiques liées au changement climatique? Et aussi, la deuxième question, c'est comment vraiment intégrer ces réseaux qui permettent des échanges d'expériences, des échanges de pratiques pour qu'on puisse nous aussi pouvoir expérimenter tout cela dans nos territoires pour vraiment apporter des réponses viables et durables. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a également d'autres questions au passage? On peut en prendre plusieurs en même temps? Ou répondre tout de suite à celle-ci?
Samuel, est-ce que tu avais déjà quelque chose que tu voulais Non, mais je apporter? voulais, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand vous avez posé votre première question, j'avais envie de répondre en répondant à votre deuxième. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on a mis en avant dans ce bilan, c'est cette action des réseaux de collectivités engagées pour le climat, avec une forte présence de ces réseaux en Afrique. Et par exemple, voilà, il y a le COMESSA qui est donc le chapitre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Depuis peu, il y a Climamed qui est l'équivalent plutôt en région méditerranéenne. Et ces réseaux, alors on en donne beaucoup d'exemples dans les cas d'études qui sont présents dans la partie 3 de ce bilan, permettent effectivement d'apporter alors soit du financement, soit de l'expertise technique, soit des échanges entre pairs à des villes en Afrique pour je ne sais plus si on a un cas d'étude spécifiquement sur une ville côtière, je ne crois pas, mais voilà, pour implémenter des actions climat. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Antoine. Oui, ce qui est intéressant, c'est de se tourner, comme on le valorise beaucoup depuis des années à Climate Change, vers les espaces de coopération transnationaux, à savoir ces réseaux et ces initiatives qui vont essayer de structurer un petit peu l'action climat des acteurs locaux pour créer une sorte de dynamique collective. Donc, il y a effectivement la Convention des maires en Afrique subsaharienne qui a été extrêmement dynamique depuis 5-6 ans, justement, pour accompagner des villes dans la formulation de plans d'accès à l'énergie durable et également d'intégrer une forte dimension d'adaptation là-dedans. On a également tous les chapitres régionaux des réseaux comme ICLEI, comme CGLU, qui participent activement justement à l'animation de cette convention et qui peuvent apporter des soutiens ponctuels à travers leurs programmes et leurs projets, soit pour aider à formuler des projets finançables, soit pour apporter un support technique, soit aussi pour simplement créer de la mise en contact et de la mise en réseau pour inspirer des bonnes pratiques. Et puis, je ne résiste pas évidemment à l'envie de citer Climate Change, qui organise déjà depuis 4 ans des sommets spécifiques au continent africain. Et donc, on se retrouve en octobre à Dakar, si le contexte sanitaire nous le permet enfin, de revenir donc sur le continent africain et d'avoir ce sommet Climate Change qui doit être un lieu justement de rencontre, de réunion et de travail. C'est très important, on n'est pas juste là pour faire des ateliers et des paroles en l'air. L'idée, c'est d'essayer de trouver voilà, des manières de créer du projet en commun avec les acteurs locaux. Donc, Climate Change sera présent à Dakar au début du mois d'octobre. Et puis, une autre voie importante aussi, c'est celle de la coopération décentralisée. Le rapprochement entre les villes européennes et les villes africaines permettent bien souvent de trouver justement des similitudes. Il n'y a pas de solution opérante pour toutes les situations de manière uniformisée, mais il y a des similitudes qui peuvent rapprocher des villes européennes de villes africaines sur le traitement justement de leurs problématiques liées au changement climatique. Donc il y a pas eu pas mal, je pense notamment à Saint-Louis au Sénégal, qui est très investi avec la ville de Lille. Donc, il y a 2 villes aussi qui sont touchées par des problématiques futures ou présentes d'élévation du niveau des mers. Donc, il y a aussi ces véhicules-là qui peuvent permettre de, je dirais, faire progresser l'action climat dans des contextes locaux toujours particuliers, sans avoir de solution uniforme. Oui, je rajoute effectivement, j'ai parlé du COMESSA, du Climamed, ICLEI évidemment et CGLU. Merci Florence, sont évidemment très impliqués sur le continent africain sur les questions climat. Et j'en profite pour, puisque je vois je vois que vous levez la main, je vous permets de parler. Allez-y. Merci, vous êtes bon.
Non, je pense que effectivement, je travaille beaucoup sur les problématiques des systèmes alimentaires durables. On a articulé ça aussi avec tout ce qui se passait à Glasgow. On est en fait en train de se battre exactement dans la même dimension. Et les gaz à effet de serre, c'est bien, mais c'est seulement les émissions, c'est seulement une partie du problème de toute la gestion de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des réseaux des villes. Les villes sont très sollicitées pour participer à de nombreux réseaux qui sont présentés comme qui viennent de processus historiques différents, institutionnels différents. Et en fait, on leur demande un travail énorme qui fait que se répéter parce que toutes les approches doivent être participatives, interinstitutionnelles, intégrées, multidisciplinaires, etc. On change les étiquettes, c'est à peu près tout. Donc je pense que ce qui est très très important, c'est d'aider les villes et les régions à assurer la synergie de ces efforts au lieu de risquer d'avoir une confusion et de perdre des ressources et une visibilité qui serait utile à tout le monde. Merci beaucoup pour cette intervention. J'entends un écho. Je vais voilà, désactiver. Non, ça, j'en sais pas grand-chose. Si, c'est bon. Ce que je voulais, oui, effectivement, en réaction à ce que vous dites, c'est souligner cet enjeu d'intégration verticale des compétences. Alors, c'est un mot un petit peu, ça fait un peu technocratique de dire ça, mais c'est l'idée, effectivement, de créer des synergies entre les niveaux locaux, régionaux, nationaux et la multitude des acteurs qui se trouvent sur place. Donc, la logique participative, elle est effectivement souvent très mise en avant parce que c'est à la fois nécessaire pour faire remonter des informations. Je pense à un cas d'étude qu'on a mis en avant dans notre bilan d'adaptation, notamment en 2019, sur Nouakchott, en Mauritanie, où là, on a eu un gros travail d'identification des risques et des vulnérabilités de la ville à partir de processus complètement participatifs avec les citoyens et qui ont permis justement d'avoir une grille et une matrice d'analyse assez fine des enjeux sur place. Mais derrière, effectivement, dans la mise en œuvre de la politique publique, il y a un enjeu déjà de structuration de l'espace politique. On parle aussi de pays qui, par moment, n'ont pas forcément les cadres de dévolution et de décentralisation qui permettent d'avoir une prise d'initiative très spontanée de la part des élus locaux. Et puis, il y a également donc, cette question de l'articulation qu'on étudie par ailleurs à l'Observatoire dans des cas d'études sur l'intégration verticale. Alors, pour l'instant, on est plutôt centré sur les pays du G20 pour des raisons de disponibilité d'informations et puis de choix éditoriaux, mais ce serait intéressant et on va y travailler dans le futur, d'essayer de voir comment justement s'articulent ces politiques publiques dans les pays africains ou ailleurs, et comment justement les régions se répartissent, enfin les niveaux de gouvernement locaux se répartissent les compétences et quels sont les moyens à leur disposition. L'Observatoire mondial de Climate Change aujourd'hui, dont vous avez les 3 représentants devant vous, est en train de travailler à la création d'un observatoire africain de l'action climat. Donc, vous en saurez plus, je l'espère, d'ici quelques mois, sans doute aux alentours de juillet. Mais l'idée, ce sera véritablement de rentrer dans cette logique d'observation systématique de quels sont les cadres qui permettent l'action dans les différents pays et éviter les redondances. Vous avez parlé des systèmes alimentaires territorialisés. On a effectivement aussi, et c'est important, je souhaite revenir sur cette remarque, le carbone n'est pas tout, c'est une grille de lecture. On a justement, l'an passé, fait un cas d'étude, comme parmi d'autres, hein, dans le bilan territoire 2021, je pense à celui-ci, sur les systèmes alimentaires territorialisés de Rufisque, au Sénégal, et donc qui nous permettent aussi d'avoir une lecture croisée des objectifs climatiques et des objectifs notamment liés aux ODD. Donc, merci effectivement de rappeler cela. Et c'est la logique qui court dans chacun des cas d'études présents dans le rapport qu'on vous présente aujourd'hui. Oui, et on n'en a pas parlé là pendant la présentation, mais il y a toute une section aussi, enfin la fin de la partie 4 est consacrée à comment les régions s'emparent des ODD pour cadrer un peu leur politique climatique, mais aussi plus généralement leur politique publique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces ODD, en général, quand ils sont utilisés, ils permettent justement d'avoir davantage une approche intégrée
qui justement ne regardent pas le problème que par le petit bout de la lorgnette du carbone, mais vraiment prend en compte les interactions qu'il y a entre le CO2, enfin la problématique du climat, les systèmes alimentaires, la biodiversité, gestion de l'eau, gestion des ressources, etc. Donc nous, notre point d'entrée au départ à Climate Change, c'est plutôt le climat, mais bien sûr, on vous rejoint sur le fait que l'action est d'autant plus efficace lorsqu'elle est intégrée et pensée en synergie avec d'autres problématiques. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une dernière question, si jamais vous souhaitez réagir aux propos qui ont été tenus durant ces échanges ou à la présentation, si vous souhaitez simplement aussi apporter un retour d'expérience. On vous rappelle, et je pense qu'il sera de bon ton de vous transmettre nos adresses mail. Vous pouvez effectivement aussi nous contacter à l'écrit. Merci Dominique de l'interprétation qui va devoir nous quitter dans une minute. Thank you so much, Dominic, who translates the session. We'll have to leave. Juste pour vous tenir au courant, vous pouvez retrouver donc toutes ces informations-là sur le site de Climate Change. Le rapport est désormais en ligne. Vous avez également une cartographie de l'action qui vous permet d'aller parcourir le monde pour retrouver justement ces actions climat et plus larges encore à travers donc tous les pays qu'on a été amené à étudier. Beaucoup de projets à venir dans les mois qui viennent, notamment une étude sur la compensation carbone. On aura également une étude sur le secteur du textile et du climat avec Paris Good Fashion. Et puis, bien sûr, la préparation donc, de nouveaux cas d'études sur cette question de l'intégration verticale, comme je le mentionnais, sur des politiques climatiques sectorielles au sein de certains pays. Et puis, bien entendu, le bilan de l'action climat par secteur que vous retrouvez comme chaque année au moment de la COP qui viendra donc ponctuer cet rendez-vous de Dakar début octobre. Je vous invite également à trouver toutes les informations sur le site internet. Merci à tous et toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à nous prendre contact avec nous. Vous avez nos adresses mail. Dans le chat, on vient de vous partager l'adresse de l'asso. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, à bientôt.